Meir Habib, bonjour, Boker Tov. Oui, Boker Tov, bonjour Daniel Haïk. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le député des Français de l'étranger de la 8e circonscription et que vous avez été le témoin privilégié, on va dire, de cet entretien hier, de cette rencontre hier à l'Élysée avec entre Benjamin Netanyahou et Emmanuel Macron. Alors, comment avez-vous ressenti les deux dirigeants français et israéliens? Est-ce que le courant passe bien entre les deux hommes et quels sont les points importants qui ont été mentionnés au cours de leur conversation? C'était une très longue rencontre, bien plus ce qui était programmé. Et ce qui était très important, je l'avais suggéré au Premier ministre Netanyahou avant l'entretien, dans le débriefing lorsque je l'ai vu lorsqu'il est arrivé à Paris, c'est qu'il y ait une partie de l'entretien qui soit en tête-à-tête, qui a lieu en tête-à-tête. Avec tout le respect que j'ai pour les conseillers de part et d'autre, il était très important qu'ils se voient sans conseiller. C'est ce qui a été fait pendant une très grande partie de l'entretien. Donc le courant manifestement passe entre les deux, c'est pas nouveau. Il suffit de voir, d'écouter attentivement la conférence de presse qui a eu lieu après. Netanyahou a donné beaucoup d'informations, évidemment. Je peux pas tout dire sur des antennes ni dans des médias. Oui, il l'a mentionné. Ça veut dire là aussi il y a une coopération sécuritaire très étroite, c'est-à-dire qu'Israël fournit des informations importantes pour lutter contre le terrorisme à la France. Depuis des mois et des mois, ça passe souvent inaperçu. Israël a évité plusieurs attentats en Europe et en France en particulier précis. C'est pas des informations précises à des moments précis qui ont évité encore d'autres victimes. Lorsqu'on sait le prix que le terrorisme a coûté à notre pays, près de 250 morts en un an et demi, Israël aide l'Europe et aide la France parce qu'elle a un savoir tout à fait particulier sur ces questions. Donc le courant est réellement passé entre eux. Évidemment, Netanyahou défend les intérêts d'Israël, Macron défend les intérêts, le président de la République, les intérêts de la France. Pour moi, entre parenthèses, il n'y a pas de contradiction, je le dis souvent. Sur la question de Jérusalem, qui était une question... initialement, cette rencontre devait avoir lieu beaucoup par rapport au Liban. Moi, le président de la République, je l'avais rencontré il y a quelques semaines, il m'a dit je souhaiterais parler à Bibi Meir, je veux lui parler du Liban. Netanyahou l'avait rappelé, et puis c'est Macron, le président de la République, qui l'a rappelé un peu plus tard, et ils ont longuement parlé. Et c'est à cette occasion que le président de la République, Emmanuel Macron, a invité Benjamin Netanyahou à venir à Paris. Il devait venir à Bruxelles, puisque dans une demi-heure, il prendra la parole à Bruxelles devant les ministres des Affaires étrangères européens. Et donc, voilà, il y a eu un entretien franc, long, important, avec une chimie entre eux. Il y a un petit texto du président de la République après cet entretien. J'ai dîné hier avec le Premier ministre et son épouse, avec mon épouse. Donc j'ai eu le temps de débriefer, en tout cas longuement avec Benjamin Netanyahou, ce tête-à-tête, on va dire. Ça se passe bien entre eux, évidemment. Et je vous fais remarquer, Daniel, que lors de la conférence de presse, le président de la République n'a pas répété Jérusalem, capitale de l'État. Ce qui est fait en permanence, c'est toujours ces derniers temps. Donc, il a évidemment souhaité une solution du conflit sur la base de deux États pour deux peuples. Mais, en tout cas, moi, j'ai remarqué qu'il n'avait pas... alors, est-ce que c'est par politesse ou est-ce que c'est par changement de direction? Je ne sais pas. Alors, je profite de cela, Meir, pour essayer de clarifier un point, parce que c'est un point qui est toujours un petit peu flou. On a parlé autour de la déclaration de Donald Trump reconnaissant Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. On dit, la France ne peut pas reconnaître l'Est de la capitale de l'Est de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, parce que c'est un territoire occupé, etc. Mais la position de la France, elle est bien plus ambiguë, puisque la France n'a jamais reconnu même l'ouest de Jérusalem. Et la question que l'on pourrait se poser, et que d'une certaine manière, elle est restée au 29 novembre 1947, au Corpus Separatum, et à un positionnement d'internationalisation de Jérusalem. Est-ce que finalement, on ne pourrait pas essayer de persuader peut-être, et je ne sais pas s'il faut le faire ou pas, mais les pays européens qui sont bien plus réticents, de commencer par reconnaître au moins la partie ouest de Jérusalem comme capitale? Moi, si vous me permettez,
depuis longtemps, la France dit que Jérusalem, capitale de 2 États, après un accord. Oui. Jérusalem ne sera jamais partagée. Et c'est faux déjà de démarrer par dire qu'on va démarrer Ouest et puis après Est. En reconnaissant Ouest, ça voudrait dire que l'Est ne l'est pas. Voilà. Donc pour moi, si vous voulez mon sentiment, Jérusalem doit rester unifiée. Ça fait 3000 ans que Jérusalem est la capitale du peuple juif. On ne peut pas baser la paix sur un mensonge historique ou sur une falsification historique. Ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Et j'ai rappelé dans un message que j'ai envoyé au président de la République, Chateaubriand, il aime beaucoup Chateaubriand, le président Macron, il l'a rappelé à 5 reprises lors de l'éloge funèbre qu'il a fait à Jean d'Ormesson aux Invalides, et je vais rappeler une autre citation de Chateaubriand, un livre magnifique que j'invite chacun de vos auditeurs à lire, Itinéraire de Paris à Jérusalem, qui a été écrit en 1811, où il raconte ce peuple juif qu'il a vu à Jérusalem, qui vit à Jérusalem, qui tourne ses yeux vers Jérusalem malgré les différentes tragédies du peuple juif. Et c'est la stricte réalité. Donc, encore une fois, il faut arrêter les illusions, arrêter les non-dits pour arriver justement à la paix. La paix ne pourra se faire que lorsque le monde aura compris que même s'il peut y avoir des concessions ou pas mutuelles des deux parties pour arriver à la paix, je ne suis pas sûr, moi, que ce conflit est une question de territoire, c'est ma conviction absolue et intime, mais on peut avoir une idée différente que la mienne. Mais en tout cas, Jérusalem ne pourra et ne sera jamais partagée. Benjamin Netanyahou l'a redit dans la conférence de presse, et je suis persuadé que n'importe quelle personne qui est attachée à la vérité historique admettra que Jérusalem n'a été que la capitale du seul peuple juif dans toute l'histoire. Et aucune capitale, aucune ville ne peut être... qu'on me donne un seul exemple d'une capitale partagée en deux ou d'une ville partagée en deux. Alors que c'est viable, rappelez-vous Belfast, oui. Et le sang qui a coulé dans cette ville, rappelez-vous Berlin, entre autres, et d'autres. Donc ça n'existe pas, qu'on arrête de fantasmer, parce que c'est exactement l'inverse. On dessert la paix, on dessert la résolution du conflit, et là on arrive au nœud du problème. Et moi on a toujours. Vous avez l'impression que les Français comprennent ce genre de discours, ce genre d'argumentaire? Écoutez, on a l'impression qu'ils sont imperméables. Paradoxalement que ça puisse paraître, j'ai de plus en plus de députés qui me donnent des signes, et je ne parle pas simplement de Klaus Goesgen, Christian Estrosi et d'autres. Beaucoup de députés comprennent de mieux en mieux ces questions et me font part. Alors je ne parle pas évidemment des insoumis ou des communistes, il n'y a rien à attendre de ces gens-là qui font l'apologie du terrorisme. Qui pour eux, lorsqu'on tue à Jérusalem, c'est de l'héroïsme, et quand on tue à Paris, c'est du terrorisme, puisqu'ils ont reçu à l'Assemblée nationale le fils de Barghouti, au-delà d'avoir demandé la libération de Salah Hamouri, qui a voulu tuer le grand rabbin d'Israël, Ovadia Yosef. Donc on est dans un délire absolu, c'est de l'apologie du terrorisme, à mon sens. D'ailleurs, je disais sur un plateau de télévision, il m'a accusé de diffamation, mais j'ai dit, attaquez-moi en diffamation, on verra ce qui se passera. Donc au-delà de ces gens-là, pour répondre à votre question, Daniel, beaucoup de parlementaires, de députés, de citoyens en général, me font part de leur empathie sur ces questions en expliquant évidemment que Jérusalem est une ville juive, et ce qui n'empêche pas évidemment la liberté totale des cultes, une indépendance pour le Waqf, pour les Arméniens, pour les orthodoxes, pour les chrétiens, pour les juifs évidemment, au niveau cultuel et religieux, mais sous autorité israélienne. Ça ne peut être que comme ça. D'ailleurs, même les Saoudiens, et c'est une nouveauté incroyable, on dit qu'on pouvait peut-être imaginer que la capitale d'un futur éventuel État palestinien serait située à Abu Dis. Vos auditeurs connaissent parfaitement. Donc, je dis pas que c'est ma recommandation, je cite simplement ce qu'ont dit les Saoudiens. Donc, moi, pour revenir avant, puisque je suis sur Kalita, je voulais avoir aussi un mot, si vous me permettez, en passant d'un peu à quelque chose d'un peu plus triste, parce qu'il y a eu des deuils en France. On a perdu Jean d'Ormesson, on a perdu Johnny Hallyday, mais nous, dans la communauté, on a aussi perdu quelqu'un qui a fait énormément pour cette communauté, et à qui je voulais avoir une pensée émue, et une pensée émue aussi à sa famille, à Marc Eisenberg, je crois, qui est président de Kalita. C'est le rabbin Josier Eisenberg qui a été un géant de notre communauté, qui a meublé, qui a
qui a bonifié, qui a embelli nos dimanches matins, enfin en tout cas notre enfance. Il n'y avait qu'une seule émission, La Source de Vie, souvenir extraordinaire du rabbin Josie Eisenberg pendant mon enfance avec Michel Hirsch. Et je voulais avoir un mot ému et une pensée forte en tant que député, mais aussi en tant que Français juif, pour l'immense œuvre et l'immense travail qu'a fait durant toute sa vie le rabbin Josie Eisenberg. Et je tiens à dire à ses fils toute l'affection que je leur porte et toute la reconnaissance que nous avons pour l'immense travail du rabbin et œuvre pour la communauté juive et pour le peuple juif du rabbin Josie Eisenberg. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Meir Habib, puisqu'on parlait de Kalita, peut-être une question qui est plus directement liée à l'Aliyah et au LIM et à l'action du Premier ministre. Vous êtes très proche du Premier ministre également pour essayer de promouvoir les dossiers des équivalences de diplômes. Vous savez où on se situe par rapport au problème des infirmières qui a été soulevé ces derniers mois? Vous avez une idée? Le Premier ministre m'a promis, et j'ai eu encore hier j'en ai encore eu un petit mot là-dessus à ce sujet, d'ici quelques mois, que l'écrasante majorité des soucis qui existent pour certaines professions, et en particulier celle des infirmières, soit résolue. C'est plus compliqué qu'on l'imagine, oui. Parce que vous imaginez bien que une infirmière est en contact direct avec le malade et doit parfaitement souvent maîtriser la langue, les protocoles, les différents médicaments, etc. Mais tout a une solution, et moi j'ai la conviction que au-delà des problèmes qu'on soulève à chaque fois, il faut trouver des solutions. On en a trouvé pour les dentistes, on en a trouvé pour les médecins, on en a trouvé pour beaucoup d'autres professions. Il faut, je souhaite, en tout cas c'est mon souhait le plus fort, même si je ne suis que député français, pas israélien, en tout cas sans Benjamin Netanyahou, nous n'aurons jamais avancé. Il y a eu des pas de géants, on peut toujours voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Le verre il est à 3/4 plein, et encore il reste évidemment encore du travail à faire, et on s'en occupe, on essaiera de s'en occuper, mais ça prend parfois un certain temps, mais vous faites bien de souligner, moi je suis contacté par plusieurs infirmières qui veulent travailler en Israël, et je les rassure, dans les mois, à défaut des années à venir, ce sera possible. J'en ai la conviction. Merci beaucoup, Meir Habib, d'avoir été ce matin avec nous. On va fêter, permettez-moi de vous souhaiter à vous-même et à tous vos éditeurs Hanouka Sameach, voilà. Une fête qui nous est extrêmement nous aimons tous énormément, c'est la fête de Hanouka, justement qui nous rappelle justement la victoire de Jérusalem, et le fait que il y a 2500 ans, une petite fiole, le miracle a eu lieu, et la petite fiole a pu faire illuminer la Hanouka pendant une semaine. Donc, Hanouka Sameach à tous vos auditeurs, à tout le peuple d'Israël. Merci beaucoup, Meir Habib, d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita, et à bientôt. Bonne journée. Shalom, shalom. À bientôt. Shabbat shalom. Shalom. Voilà, merci Meir Habib. Nous allons marquer une toute petite pause, et nous allons retrouver dans quelques instants Francis Khalifat, qui est le président du CRIF, pour nous parler de la convention qui s'est tenue hier à Paris, la convention annuelle du CRIF.